Jean-Vincent Placé, notre invité ce matin, sénateur de l'Essonne, patron du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. On parlera de foot tout à l'heure parce que vous êtes passionné. Je sais que vous bouleversez vos emplois du temps pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. C'est bien vrai ça. Vous êtes décidément très bien informé. Ouais, d'accord. Mais vous m'avez dit ça avant. Alors j'ai pas de mérite. Bon, on en discutait une minute avant. Vous m'avez dit que vous aviez rendez-vous lundi. Non, arrêtez. Non, mais je dis tout. Vous avez causé plus de problèmes qu'autre chose. France-Nigeria lundi à 18h. C'est ça mon agenda. Bon, on va reparler de foot, mais soyons sérieux. Enfin, sérieux, le foot c'est sérieux, mais enfin, il y a plus sérieux, c'est le chômage. Bien sûr. Ces chiffres sont, encore une fois, très mauvais. Très mauvais. Ils continuent à être très mauvais. Est-ce que vous voyez le retournement, vous ? Non, je ne vois pas le retournement. Je pense que nous sommes dans une situation très difficile et qui est loin d'être conjoncturelle. J'ai eu l'occasion de dire au chef de l'État, dès le début, que la question de l'inversion de la courbe, de tout dire, de tout conditionner, comme l'avait fait d'ailleurs un peu son prédécesseur sur la question de l'emploi et du chômage, c'était quand même très particulier. Oui, mais c'est une question essentielle, Jean-Vincent Placé. Bien sûr, mais seulement voilà, il faut totalement revisiter notre mode de pensée sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui dans une période... Donc revisiter, changer radicalement de politique. On n'a rien intégré depuis 50 ans. C'est-à-dire que dans le temps, on avait des croissances à 6-7%. Il y a 50 ans, puis 4-3, puis 2-1. Là, on est atone. On nous dit 0,7% cette année. Oui. On voit bien que dans la compétitivité internationale, on pourra toujours aller à dire ce qu'on dit depuis 2 ans d'ailleurs, y compris dans une façon de voir les choses de façon assez classiquement libérale en réalité. Eh bien, on voit bien que la France ne sortira pas dans la compétition internationale en faisant uniquement la bataille sur les salaires, sur la déréglementation, sur ce qui se passe dans l'Union européenne. La France est un pays qui est d'essence colbertiste, qui a besoin de cette synthèse entre l'État stratège et l'initiative privée, et aussi quelque part une forme de développement de la consommation, y compris intérieure. Et donc cet équilibre-là, il me semble, n'a pas été trouvé par le gouvernement depuis 2 ans. Ce qui veut dire que vous ne croyez pas à la réussite du pacte de responsabilité, ça ne changera rien, franchement. Mais c'est... Est-ce que vous y croyez franchement ? C'est un... Franchement, dites-moi. Vous êtes embêté là, je le sais, parce que vous êtes ami avec Manuel Valls, que vous soutenez sa politique et en même temps non, je ne soutiens absolument pas, aucune illusion. Je ne soutiens pas. Non, la vérité. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis la vérité, c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps vous m'invitez, et je suis l'un des premiers à avoir dit que après ne pas avoir renégocié le traité européen, après s'être lancé, après le rapport Gallois sur ce crédit d'impôt compétitivité emploi dont tout le monde voit les limites, le pacte de responsabilité, il a quelques vertus. Moi, je suis totalement favorable à aider les entreprises, mais les entreprises qui emploient, les entreprises qui innovent, les entreprises qui recherchent, les entreprises qui investissent. Là, on a donné pas grand-chose d'ailleurs de façon indifférenciée. Et il y a aussi la question de la consommation populaire, et il y a la question de l'investissement productif, y compris en matière de transition énergétique et de conversion écologique. N'est pas la bonne. Elle manque d'équilibre. Il faut un volet entreprise, un volet social, et je pense notamment à la consommation populaire, les plus modestes, les prestations sociales, les petites retraites. Et là, il y a un message de nombreux députés écologistes et socialistes, avec mes amis François de Rugy et Cécile Duflot. Eh bien, ce message-là, il faut qu'on le porte au moment du budget. Et le troisième élément, c'est la transition énergétique. Moi, il y a un trépied au niveau français. Je me suis permis de dire ça au chef de l'État, y compris récemment, en disant oui, les entreprises, mais aussi la consommation populaire et aussi la transition énergétique, c'est le trépied du développement de notre pays. Alors, soyons concrets, vous voterez ou pas ? On va mener le débat à l'Assemblée nationale. On va mener le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Non, mais je vais vous répondre. Mais j'ai peut-être 40 petites secondes d'explication du pourquoi, du comment, tout de même. Non, mais vous savez ce qui est bien. Oui. Vous me répondez, ensuite vous m'expliquez pourquoi. Alors je vais faire. C'est l'entonnoir qu'on renverse. Si vous êtes d'accord, je vais. J'aime bien. Oui, j'ai compris, mais je vais essayer de rester sur ma méthodologie d'explication. Et moi, je pose des questions avant de tirer, vous voyez. Et donc là, c'est la même chose. J'explique avant de dire pourquoi je vote. Tout d'abord, il y a le débat parlementaire. Et c'est normal de dire des choses, parce que je le dis, les 50 milliards, est-ce que c'est trop, c'est pas assez? Il y a des débats pour dire peut-être que 35 milliards, ça suffisait. Attention aux prestations sociales, aux petites retraites, à la consommation populaire. Dégageons des marges de manœuvre pour l'investissement en matière notamment de transition énergétique. Ségolène Royal a dit des choses très intéressantes depuis 10 jours. Après, il y a un moment fatidique, vous le dites, c'est le vote. Moi, je fais partie de celles et ceux qui pensent depuis toujours qu'à un moment,
quand on est dans la majorité, on exprime ce soutien à la majorité et c'est au moment des budgets. Donc vous voyez, je suis clair. Et moi, je pense que il faut aller jusqu'au bout de la discussion. Il faut évidemment que le gouvernement puisse bouger. Je pense en particulier au budget de l'écologie, qu'on a encore réduit. Et ça devient inacceptable pour nous les écologistes. Donc on a le débat là dans ce collectif. Nous l'aurons également dans le projet de loi de finances de la fin d'année. Je l'ai dit au président de la République et au Premier ministre, la question du budget de l'écologie est un élément essentiel. Après, comme justement, c'est un petit peu, je vais vous dire, le vote du budget, c'est un petit peu comme le repas de Noël en famille. On n'est pas obligé d'aller tous les dimanches au repas manger le poulet en famille, mais le repas de Noël, c'est quand même important. Ça veut dire aussi qu'on appartient à la famille. Et bien qu'on appartient à la famille, effectivement, à la fin, on vote le budget. Donc vous le voterez? C'est très vraisemblable. Vous le voterez. Et les écologistes le voteront? Alors, je sais qu'il y a des réunions actuellement, des discussions, et c'est bien légitime aussi. Je note aussi que de nombreux socialistes, députés, qui n'ont pas dit grand-chose pendant 2 ans, mais aujourd'hui partagent les préoccupations qui sont les nôtres, et je m'en réjouis, parce que ça fait un rapport de force parlementaire. Quand on fait partie d'une majorité, on vote. Et ils décideront, les députés, mardi prochain. Bien sûr. Après, je sais la résolution, notamment des présidents de groupe, François de Rugy et Barbara Pompili, sur la question. Oui. Je vois Laurent Berger qui a déclaré sur RTL ce matin, si le patronat décide de boycotter la conférence sociale, nous mettrons fin au pacte de responsabilité. Il a raison? Et moi, j'ai de l'estime et du respect pour les syndicalistes en général, avec pour la CFDT aussi, même s'il y a eu des désaccords sur l'accord national interprofessionnel et sur le pacte de responsabilité. Et évidemment, moi je l'avais dit sur cette antenne, à un moment on nous avait promis des contreparties, vous voyez, on n'en parle même plus. Voilà. Et donc, quelque part, moi je le dis à Laurent Berger, je dis que c'est bien d'être plus résolu et combatif, mais je veux pas donner de leçons, je suis très attaché à la défense syndicale depuis Grenoble, mais je le dis aussi, je le dis et je le dis à la CFDT, je pense que la plus grande erreur dernièrement, et j'assume de le dire, je suis pas prudent, c'est d'avoir signé l'accord sur le statut des intermittents. Voilà. Ça, c'est, je pense, une erreur. Oui, bien sûr. Moi je souhaite que d'ailleurs que le gouvernement ne signe pas, je souhaite que le gouvernement ne signe pas, et je souhaite qu'on puisse renvoyer à la renégociation syndicale. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit on prend tout de la négociation syndicale patronat. Nous ne sommes pas en Allemagne, nous n'avons pas cette tradition-là. Et j'assume de le dire, j'avais déjà dit pour l'accord national interprofessionnel, je suis cohérent sur la méthodologie. Et Aurélie Filippetti sera à votre place lundi matin, donc nous verrons bien. Dites-moi, Jean-Vincent Placé, est-ce qu'on peut réformer en France? Non mais parce que c'est extraordinaire. Non mais voilà un pays. Je veux dire, attendez, le gouvernement nous lance une grande réforme territoriale. Elle arrive au Sénat et hop, elle est bloquée tout de suite. Non mais c'est incroyable. Le comportement des sénateurs hier est tout simplement incroyable. Alors je rappelle quels sont les sénateurs qui ont bloqué. UMP, Front de gauche, communistes et radicaux de gauche, qui se sont alliés pour la circonstance. Qu'est-ce que vous dites ce matin? C'est incroyable, et je le dis aux sénatrices et aux sénateurs. Il y a aujourd'hui une montée de l'antiparlementarisme dans notre pays. Il ne faut pas donner quand même trop de verges pour se faire fouetter. Les seuls vrais combats qu'on a entendus de la Haute Assemblée depuis 3 ans, c'est de lutter contre la transparence et la publication des patrimoines, c'est de lutter contre le non-cumul des mandats, donc pour le cumul des mandats. C'est là d'essayer de retarder les réformes de décentralisation, parce que tout le monde veut rester président de région, président de département, président de métropole, président d'agglomération, maire. Enfin, je veux dire, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et pour revenir sur la question initiale, sur la réforme, le problème de ce pays, c'est qu'il faut faire les réformes très très vite, de façon très très décidée, et le rythme quinquennal n'a pas été assez intégré, y compris par le président de la République, et il fallait faire tout dans les 6 premiers mois. C'est déjà très dur d'y arriver. On voit les barrières à l'entrée, si j'ose dire, de la réforme. Sur la réforme de l'État, on n'a pas assez fait, notamment la réforme de l'administration centrale, et ne bouge pas cette administration centrale, je suis désolé de le dire, entre les hauts fonctionnaires qui sont à Bercy, à l'industrie, qui pantouflent dans les grandes boîtes, on voit toujours les mêmes. C'est pas très innovant quand même notre pays depuis 40-50 ans. On ne s'enrichit pas beaucoup en réalité. Je parle évidemment de la richesse nationale et de ce que font les entreprises et ce qu'elles exportent. La décentralisation, on a rajouté des couches invraisemblables. On est arrivé à 500 000 élus, régions, départements. La réponse a été à un moment du président de dire je fais des métropoles en plus. J'ai dit non. Enfin bon, voilà. C'est pour ça que moi je soutiens la philosophie de la réforme territoriale.
moins de régions, plus fortes, plus efficaces. Alors, ce Sénat qui est contre tout, à quoi sert-il ? Mais à quoi sert-il ? Pourquoi ne pas le supprimer, Jean-Vincent Placé ? Je vais vous dire, d'actualité, on n'en parle malheureusement pas beaucoup, assez bizarrement, mais c'est peut-être aussi grâce au talent de Christiane Taubira. C'est par exemple, il y a une très belle loi qui est en train d'être discutée au Sénat, notamment avec les parlementaires de la commission des lois, et c'est la réforme pénale. Et cette réforme pénale, je peux vous dire qu'elle est extrêmement enrichie au Sénat. Nous avons avec Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Michel et ma collègue Esther Benbassa des élus remarquables qui connaissent très très bien ce sujet et qui sont très importants. Parce que le débat sur la prison, c'est un vrai sujet de société. C'est un vrai sujet. Parce que quand on met des gens en prison massivement, on ne résout pas les problèmes. Mais les débats de société, c'est une chose. C'est pas rien. Non, c'est pas rien quand même. Hein. On est d'accord. Enfin, les réformes économiques, les réformes environnementales, c'est essentiel. Les réformes institutionnelles. Si vous voulez qu'on me... Mais non, mais le Sénat met des freins. Donc à quoi servez-vous ? Moi, je pense que dans les institutions, il faut qu'évidemment la Ve République étant ce qu'elle est, moi je suis pour la 6e et je pourrais vous faire un long développement sur tout ce qu'il faut changer. Et quelque part, la façon dont l'exécutif agit depuis 2 ans démontre que la Ve République est totalement à bout de souffle. Et ça sera un des enjeux de la prochaine présidentielle, à mon avis. Je vais en parler. Mais je vous dis, réforme de l'État, décentralisation. Il fallait évidemment faire une réforme fiscale plus approfondie et une relation avec l'Europe plus combative et plus volontaire. Voilà ce qui a été raté les 2 premières années. Et je peux vous dire que là, l'année qui vient pour le président, pour la majorité, pour la France tout simplement, elle est cruciale. Nous sommes dans un moment où les gens, on en ras-le-bol effectivement des politiques, parce qu'on a parlé du foot un peu avant, on a parlé aussi de cela. Et on arrive à un moment, il faut quand même qu'on démontre notre utilité. Et bien l'utilité dans ce pays, c'est de réformer. Alors je vais aller jusqu'au bout des choses. Je vais vous dire, à un moment, vu le niveau d'impopularité, on ne risque plus grand-chose à réformer. Donc vous dites à François Hollande ce matin, il faut y aller. Bien sûr, parce je le dis depuis 2 ans. Il est mort. Depuis 2 ans. Il est mort politiquement s'il n'y va pas. On est allé dans le cabotage, dans la godille, un pas en avant, un pas de côté, 3 pas derrière. Ça veut dire que la candidature de François Hollande ne s'impose pas en 2017 ? Je me suis exprimé dans un hebdomadaire la semaine dernière, le Nouvel Observateur, pour ne pas le nommer, et j'ai dit que dans la situation à laquelle nous sommes, qui n'est pas évidente d'ailleurs, parce que évidemment, par exemple, vous pourriez me dire, mais quand même, il n'y a pas grand-chose de positif dans ce que vous avez dit. En effet, il n'y a pas grand-chose de positif. Et je souhaite un lourd changement de cap, une très forte inflexion de la politique économique, sociale et écologique du gouvernement. Après qu'on a dit ça, regardons la situation du pays. La droite, le centre, une image déplorable de toute la classe politique, le danger du Front National, le danger donc de l'émiettement, eh bien, sur un projet, sur une vraie réflexion de fond, il faut avoir le sens de l'unité et du rassemblement. Déjà du pays, mais commençons déjà pour nous par la gauche et les écologistes. Donc vous dites... Et comme, vous allez me dire, on est dans la politique fiction, et si on résout des problèmes des Français, mais moi je ne fuis pas les questions, vous le savez. À terme, oui, il faut que nous ayons une primaire de la gauche et les écologistes et un candidat commun pour l'élection présidentielle. Pas de candidat écologiste. Ce n'est pas d'ailleurs... Pas de candidat écologiste à la prochaine présidentielle. Je pense qu'on a démontré la dernière fois, et le coup d'avant, que notre candidature ne portait que peu d'intérêt pour les Françaises et les Français. Donc pas de candidat. 1,5 Dominique Voynet en 2007, 2,2 Eva Joly là. Je suis pas sûr que, comme on dit un peu trivialement dans les partis politiques, se recompter va nous apporter quoi que ce soit. Pas de candidat, pas de candidat, dites-le-moi si vous le pensez. Je le dis très clairement, je dis pas de candidature écologiste la prochaine fois, une candidature de la gauche et les écologistes, mais attention, ce n'est pas tactique, ce n'est pas une addition de candidats de partis, c'est que ça va nous permettre d'avoir enfin le débat d'une refondation très forte de la gauche et des écologistes autour d'une idée qui me tient à cœur, qui est dite d'ailleurs par un théoricien très intéressant qui s'appelle Éloi Laurent, la question de la social-écologie. La question de la social-écologie, c'est à mon avis le moment politique, philosophique, culturel où on peut revisiter la notion de ce qu'est la gauche aujourd'hui, de ce qu'est la social-démocratie, de ce qu'est l'écologie politique, dans ce temps très difficile. Donc refonder la politique française, ça sera indispensable. Et la prochaine présidentielle... Celui qui a les cartes en main, c'est François Hollande. C'est François Hollande. Est-ce qu'il devra se présenter à la primaire ? Je l'ai toujours dans cette interview du Nouvel Observateur, pour laquelle je fais un peu de publicité, eh bien, ça dépendra de lui. Mais ça, c'est alors quelle réponse ? Non, mais je vais vous dire, il y a ça dépendra de lui. Trois conditions. Il faut qu'il réfléchisse sa politique et sur la question sociale et sur la question écologique. S'il ne le fait pas, il ne sera pas en situation. Voilà, c'est clair. Deuxième sujet, il faut qu'évidemment qu'il réunifie son camp, qui est très morcelé. Aussi bien les socialistes que les radicaux de gauche, on vient d'en parler sur le Sénat, que nous, les écologistes. Donc il faut réunifier ce camp. Pas. Et troisième élément, il faut qu'il renoue à minima
une relation avec les Françaises et les Français, mais... qui fasse en sorte que au moins un cinquième d'entre eux ait une certaine estime pour lui. Bon, alors, s'il n'arrive pas à faire conditions. À ces 3 conditions, il ne peut pas se représenter. Ça, il faudra vérifier ces 3 conditions à l'été 2016, en effet. Donc, si ces 3 conditions ne sont pas remplies, il ne se représentera pas, il ne pourra pas. Il fait ce qu'il veut. Oui, non, mais il ne pourra pas. Il fait ce qu'il veut. Vous me demandez des analyses, je fais des analyses. Il ne pourra pas. Vous pensez qu'il ne pourra pas? On verra tout ça à l'été 2016, Jean-Jacques Bourdin. Il ne peut pas y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors moi, je plaide. Vous êtes favorable ou pas? Je plaide pour une grande réforme institutionnelle sur 2 volets. Revalorisation du Parlement, indépendance totale du parquet et de la justice. Oui. Cela fait 2 ans que je le dis, vous voyez, maintenant je suis davantage écouté. Ça veut dire quoi la rénovation du rôle du Parlement? Ça veut dire déjà la mise en place d'une dose importante de proportionnelle. Alors on fait quoi? On dissout l'Assemblée nationale avant la fin du quinquennat? Et je pense qu'il faut déjà aller dans cette rénovation de la vie parlementaire. On voit les limites absolues du fait présidentiel et on voit les blocages de la société, à telle fin qu'à la fin, ce sont les exactions des bonnets rouges qui réussissent. Oui, mais d'accord, mais j'essaye de développer quelques idées. Rénovation de la vie parlementaire, la proportionnelle, l'indépendance du parquet et de la justice. On voit l'ensemble des affaires qui discréditent la classe politique. Alors on fait comment? Indépendance du parquet et de la justice. Dissolution de l'Assemblée nationale. Je souhaite qu'on discute, notamment avec les centristes, qui sont attachés à ces questions-là. Ils sont dans leurs histoires de congrès. C'est comme cela. J'ai quand même l'impression que quelqu'un comme Jean-Louis Borloo et je suis très content qu'il aille mieux et je lui souhaite d'ailleurs un plus prompt rétablissement encore. Je pense qu'on peut discuter avec les centristes sur la question institutionnelle, sur la question de décentralisation, sur la question de la justice. Ce sont des choses importantes. Et c'est un rapprochement sur le fond. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est terrible pour le pays, tant économiquement que politiquement. Moi, je vais vous dire la vérité, comme on essaie de le faire. Jean-Jacques Bourdin, j'ai fait la politique de façon très très classique, sur le plan partidaire, sur le plan du rapport de force, etc., etc. Je me suis fait beaucoup critiquer là-dessus. Bon, mais je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire pour essayer de faire avancer ses idées, arriver aux responsabilités et faire des choses pour les Françaises et les Français. C'est fini tout ça. La politique à la papa, façon parti politique de 58 à 81, 58, 5e République, 81, conquête du pouvoir par Mitterrand, tout ça c'est fini. Il y a une explosion de tout cela, y compris des clivages droite-gauche. Il faut qu'on soit très très attentif à l'avenir, à être vraiment dans le dialogue, dans le respect et de donner une image éthique et transparente. La question de la majorité d'idées, chère à Edgar Faure, elle est importante. Et je vous le dis, la revalorisation du rôle du Parlement, les institutions démocratiques pour notre pays, la justice. Allons donc aux 2 assemblées. Allons au Congrès l'année prochaine. Le Congrès, vous le savez, c'est Assemblée nationale plus Sénat. Changeons même des éléments liés à la Constitution sur ces sujets-là. Et je vais vous dire, à un moment, je le dis très clairement, lorsque cela sera établi en termes de socle institutionnel, pourquoi pas effectivement retourner devant les Françaises et les Français? Quand je vois le désaveu, dissolution, quand je vois le désaveu, utilisons effectivement les outils institutionnels, soit dissolution, après rénovation et après changement du mode de scrutin, donc soit dissolution, soit référendum, parce qu'à un moment il faut reparler aux Françaises et aux Français. Avant la fin du quinquennat. Je pense qu'il y a un temps pour cela, effectivement, c'est peut-être juste après les élections régionales de la fin de l'année prochaine. Donc après la fin des élections régionales, vous demandez soit dissolution, soit référendum, pour recomposer la vie politique française. Et je vais vous dire, sur le sujet référendaire, j'ai beaucoup évolué, parce que je pense que, au fond, et on le dit souvent, ce sont des visions bonapartistes des sujets, et généralement on ne répond pas à la question. Là, il y a une telle défiance par rapport à nos institutions qui me semble à un moment qu'il faut qu'on retrouve un contact avec les Françaises et les Français sur des sujets auxquels ils sont attachés et où ils souhaitent être davantage entendus. Bien sûr, mais ça c'est très important ce que vous venez de dire. Vous demandez soit une dissolution, soit un référendum sur les institutions. C'est la première fois qu'un homme politique de votre niveau le demande. Ça, effectivement, vous ouvrez une porte. Dernière question sur l'écotaxe, quand même, Jean-Vincent Placé. Vous avez dit le 28 octobre, si le gouvernement cède sur l'écotaxe, il ne faudrait pas qu'il s'étonne qu'il n'ait plus d'autorité sur rien. Oui. Vous dites la même chose? Mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement, c'est que le gouvernement à l'époque, j'ai l'occasion de le dire à Jean-Marc Ayrault, bien sûr, il a reculé. Alors on peut me dire, mais il y avait une telle situation difficile en Bretagne, etc., etc. Oui, mais le problème, c'est que quand il y a des manifestations violentes, quand il y a des portiques comme ça qui sont détruits, juste après, on a reculé. Qu'est-ce qui s'est passé après la reculade? On a mis le feu à la sous-préfecture de Quimper et on a vu ce que ça a donné. Et pour celles et ceux qui pensaient, y compris électoralement, pouvoir s'en sortir comme cela en reculant,
eh bien on s'aperçoit que c'est plutôt la déroute, parce qu'on recule un coup et puis ensuite c'est la déroute. La question, c'est qu'à un moment, il faut être sur le fond. L'écotaxe, je le rappelle tout le temps, c'était bien pour la Bretagne. C'est toujours bien pour la Bretagne, y compris financièrement. Ça coûtait moins aux Bretons que ça ne retournait de l'argent sur le financement des équipements de transport, y compris routiers. Donc en réalité, c'est une bêtise d'avoir. Mais c'est là où on va l'irrationnel, et je dis aux Bretons qui nous écoutent. Il n'y a pas que les Bretons. Non, mais je le dis parce que c'est là où on va, là où c'est absurde. C'est le gouvernement qui a reculé. On est arrivé à faire aujourd'hui. Jean-Vincent Placé. La reculade était il y a 7-8 mois. Il fallait pas reculer à ce moment-là. À partir du moment où on recule, effectivement, il faut mettre un moment attaqué. Je crois que le gouvernement l'a mis. Il y aura un débat parlementaire. On a réduit la portée de l'écotaxe en maintenant un peu la philosophie. Et puis vous le savez, il y a l'aspect du contrat EcoMove. Mais c'était déjà pas très bon de reculer la dernière fois. On voit ce que c'est que de faire de la politique toujours à vouloir faire plaisir à tout le monde. À vouloir faire plaisir à tout le monde, je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, à la fin, on ne fait que des mécontents. Merci Jean-Vincent Placé, 8h57. Merci.